Chaque jour, ils construisent le Web3 selon leur vision et leurs convictions. Dans Behind the Chain, des builders passionnés vous partagent leurs expériences et leurs conseils pour réussir, vous aussi, dans le Web3. Je suis Romain Milon, j'aide les projets Web3 à recruter et à fidéliser les meilleurs talents du secteur. Pour m'aider à propulser le podcast, pensez à vous abonner et à en parler à 2 personnes autour de vous. Bonne écoute! Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Behind the Chain. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois Manon Fürst. Elle est founder et organizer chez The Moo. Comment tu vas, Manon ? Eh bien écoute Romain, super, merci de ton invitation. Écoute, avec grand plaisir, je suis très heureux de t'accueillir sur cet épisode. On a beaucoup de choses très intéressantes et assez disruptives à discuter ensemble. Alors on commence tout de suite dans le vif du sujet, comme d'habitude. Première question, est-ce que tu peux nous présenter le début de ton parcours pro ? Oui, carrément. Alors peut-être 2 choses à savoir en préambule, aujourd'hui et même depuis toujours finalement, le fil conducteur de ma carrière, ça a été toujours d'avoir un impact positif sur la vie des gens, mais j'ai jamais su vraiment quel métier exercer et je te dirais que c'est un peu la même chose aujourd'hui. Donc en gros, ça résumera pas mal la suite. Moi de base, j'ai un parcours juridique. J'ai un master en droit, je me suis spécialisée en droit du travail justement pour, cet impact social. Mais justement, après mes études, je me suis dit, c'était sympa, mais l'humain reste malgré tout assez secondaire là-dedans. Et c'est pour ça que je me suis retournée vers le recrutement tech, métier que j'ai exercé pendant bien 6-7 ans, je pense. D'abord dans une boîte Web2 qui était une plateforme de recrutement tech qui s'appelle Talentio. Je pense que s'il y a des devs qui écoutent, ils connaissent très bien cette plateforme. D'abord sur la partie CDI qui était vraiment notre segment principal, on était déjà leader. Et après 2 ans, j'avais fait le choix de rejoindre une toute petite équipe qui se montait en interne pour monter la partie freelance de Talentio parce que j'avais cette envie de challenge pour le coup. Et après 2 ans, j'ai rejoint Multis, donc qui est une app qui permet aux boîtes Web3 de gérer leurs finances en crypto. Donc sur la partie compta, paiement, swap, carte bancaire pro, etc. Et là-bas, j'étais RH. En gros, si je vulgarise. Ok, merci pour la présentation du début de ton parcours. Donc cette expérience chez Multis, ça a été on va dire le début de ta rencontre avec le Web3 et j'imagine que tu nous en parleras après, mais on voit que tu as continué dans l'écosystème. Comment tu as vécu toi cette rencontre avec le Web3 et finalement pourquoi tu as décidé après de continuer à évoluer dans cet écosystème ? Ouais, carrément. De base, moi, la rencontre Web3, c'était un peu avant. J'avais mon copain de l'époque, il y a quelques années, qui était tombé dans les cryptos, qui passait son temps à trader, à vérifier les cours tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était à un point où il ne faisait que ça du week-end, on ne sortait plus. Et à ce moment-là, je me suis dit: «Mais quelle horreur!» Alors bien sûr, oui, tu peux te faire de l'argent, mais est-ce que ça vaut tout le stress qu'il y a derrière? Et à ce moment-là, je me suis dit: «Ah ouais, non, jamais». Jamais, mais pour autant, tu vois, j'étais assez convaincue de la révolution que la blockchain allait représenter. Mais j'y connaissais rien. J'avais envie d'apprendre, mais je savais pas par où commencer. J'avais pas envie de finir comme mes parents. Je sais pas si les tiens c'est pareil, mais ils ne comprennent rien à Internet parce que ils ont pas compris à l'époque à quel point ça aurait un impact fort sur leur vie quotidienne. Et je me suis dit, j'ai pas envie de finir comme eux. Vas-y, moi aussi j'ai envie d'apprendre, mais je sais juste pas par où commencer. Et en fait, juste après que j'ai eu cette réflexion, quelques jours après, il y a Multis qui m'a contactée pour justement monter toute la partie people chez eux. Et pour le coup, mon parcours dans le Web3 a pas été forcément un parcours linéaire, ni un coup de foudre, mais justement, je pense qu'on peut un petit peu en parler. En gros, moi, j'ai passé 1 an et demi là-bas, à peu près. C'était intéressant. J'étais toujours autant convaincue de l'intérêt de la blockchain, mais à ce moment-là, j'avais pas ressenti l'envie de creuser. Et en gros, suite à une réduction d'effectifs qu'il y a eu chez Multis, il y a ça à peu près 1 an et demi, je vais pas te mentir, j'étais plutôt dans l'optique de retourner dans le Web2, toujours en start-up, mais avec un aspect plus social, qui est ce qui me fait d'habitude plutôt vibrer. Et en fait, en attendant de trouver le CDI qui me plaise, etc., j'avais un pote qui était product manager chez Only Dust et il m'a dit: «Tiens, on recrute un recruteur en freelance, est-ce que ça te chauffe?» Et juste Only Dust, pour que ce soit clair, c'est une plateforme qui répertorie tous les projets
open source dans le domaine Web3, donc qui collaborent aujourd'hui avec la fondation Ethereum, avec Starknet, avec WorldCoin, avec Aptos, avec plein d'écosystèmes. Et en gros, à ce moment-là, je me suis dit, bah oui, let's go, pourquoi pas, ça peut être sympa de tenter l'aventure freelance. Mais je me suis dit, non, pas encore du Web3. Et force est de constater qu'un an après, je suis toujours là. Beaucoup de choses se sont passées avec OnlyDust, avec The Moo, avec Chris Miento. Mais je pense que du coup, on va pouvoir reparler un peu de tout ça, quoi. Yes, carrément. Et alors, avant qu'on aille sur la suite, je pense en tout cas que ton expérience sur Lindust, elle t'a permis à mon avis, d'amorcer aussi la suite de ton expérience et faire le lien avec ce que tu fais aujourd'hui. Mais peut-être sur la partie recrutement Web3 spécifiquement, toi, tu avais une expérience, on va dire, à la base plutôt dans le Web2. Quand tu es arrivé chez Multi, c'est que tu t'es mis à recruter des talents Web3, même à créer carrément un département Ops dans un projet Web3. Ça a été quoi, selon toi, les grandes différences que tu as pu observer et comment tu t'es adapté à cet écosystème? Ouais, carrément. Alors, c'est pour le coup une question qu'on m'a souvent posée et je pourrais en parler des heures, mais je vais essayer d'être concise. Alors, il y a des similitudes, bien évidemment, mais après, sans réinventer la roue, hein, on est d'accord. Selon moi, ça reste quand même une approche qui est très différente du recrutement tel qu'on le connaît. Donc, je vais te donner un peu une liste, juste à garder en tête que ce que je vais te dire là, c'est plutôt adapté aux projets, petites boîtes Web3. À partir du moment où tu arrives sur des grosses boîtes type, je sais pas, Ledger, Sorar, Ethereum Foundation, là, on est sur des process un peu plus classiques. Mais sinon, ouais, carrément différent. Je te dirais que la première chose, c'est peut-être les qualités qu'on va rechercher chez les candidats. En gros, tu vois, des qualités qui vont être valorisées dans le Web 2, pardon, le seront beaucoup moins dans le Web 3, ou du moins seront pas au centre du recrutement. Tu vois, typiquement, quand tu recrutes dans une boîte Web 2 classique, tu vas dire, bah tiens, j'ai envie que la personne ait une certaine stabilité dans ses précédentes boîtes, qu'elle reste longtemps, qu'elle ait telle formation, ou je ne sais quoi. Là où Web 3, en fait, là, on va vraiment mettre l'accent, ça va être sur un profil qui aura plutôt une soif constante d'apprendre, qui peut s'adapter très vite parce que ça reste malgré tout une techno extrêmement jeune. Il y a des changements tout le temps, donc il faut pouvoir s'accrocher. Quelqu'un qui va savoir bosser à distance parce que les équipes sont éclatées un peu partout dans le monde pour le coup. Donc je dirais que ça, c'était vraiment un des points principaux. Et ce qui fait qu'en fait, dans le Web 3, on est aussi davantage enclin à recruter des autodidactes. Ce qui est un peu moins le cas dans le Web 2. Aujourd'hui, tu as quand même peu de formations blockchain. On a peut-être à l'IRA en France, quelques masters. Sinon, en fait, tu fais ton apprentissage majoritairement en ligne. Et tu vois, aujourd'hui, je connais vachement d'étudiants, donc des personnes qui sont encore en plein dans leurs études, des anciens avocats, des anciens commerciaux, même un joueur de foot qui pèse plutôt pas mal dans l'écosystème Web3 en tant que dev aujourd'hui, alors que de base rien les destinait et que peut-être que s'ils avaient voulu faire cette transition dans le Web 2, ça aurait été beaucoup plus long. D'où je te dirais l'importance de l'open source. Dans le Web 3, ta proof of work, c'est pas ton CV en comics en MS, clairement pas. Ça va être plutôt ta participation à des projets open source. Et c'est là qu'OnlyDust, dont je parlais juste avant, entre en action. Et d'ailleurs, en fait, les projets recrutent beaucoup auprès de leurs contributeurs open source, parce que ça reste quand même un peu le meilleur test technique du monde. Tu as bossé pendant pas mal de mois avec quelqu'un, tu sais comment la personne bosse, tu sais, tu connais la qualité de son travail, tu sais comment elle communique. Et il y a beaucoup de recrutements qui se font justement via les projets open source. Autre point, peut-être, on recrute pas forcément avec les mêmes canaux. Ça va être beaucoup par réseau, ça va être beaucoup au sein des communautés auxquelles on appartient. Ça va être beaucoup au sein des Discord, Twitter également. Là où Web 2, on est quand même davantage sur du LinkedIn en France, Welcome to the Jungle ou autre job board. Du coup, ce qui fait qu'en tant que recruteur, tu dois t'adapter et tu dois apprendre de nouvelles techniques. Ce qui est assez cool, hein, tu me diras, on se réinvente. Mais c'est vrai que ça reste un peu un nouveau monde à explorer. Et point, bien évidemment, au niveau des salaires, ça reste assez zinzin. J'ai pas mal de souvenirs de personnes qui sortaient d'école, qui me demandaient des salaires à 150K, etc. Mais en fait, dans la mesure où c'est une techno nouvelle, qui a encore pas tant que ça de personnes dessus, que aujourd'hui, les normes qu'on a en termes de salaire dans le Web3, c'est quand même beaucoup des normes américaines. Ce qui fait que forcément, ça tire un peu les salaires à la hausse, notamment en Europe.
Et puis bon, en plus, en plein bull market, bah, ça peut attirer, pas toujours pour les bonnes raisons, pour le coup. Donc, faut savoir aussi, au moment où tu recrutes, savoir distinguer l'opportunisme financier vs l'intérêt réel que la personne aura pour la technologie, qui, pour moi, pour le coup, est important plus qu'ailleurs parce que bah, c'est ce que je disais juste avant, c'est une techno nouvelle, faut aimer l'instabilité, faut aimer l'inconfort que ça représente d'être, de bosser dans un domaine qui est en évolution constante. Puis je te dirais même dans tous les cas, au même titre que bah, la coriandre, au même titre que les andouillettes, ça reste un domaine hyper clivant, le Web3. Les gens ont souvent des avis hyper tranchés. Je me rappelle quand je contactais sur LinkedIn ou autre, les réponses, ça oscillait pas mal entre bah vas-y, je suis trop chaud d'en apprendre plus, ou à l'inverse, non, non, vous êtes des bandes de scammers. Je te jure, des fois, j'ai reçu des messages très virulents. Bon, bah, t'arrives, bonne journée, hein. Mais voilà. Bah écoute, excellent, super panorama en tout cas de de l'univers people et recrutement dans le Web3. Et ouais, je partage ce que tu dis sur le côté ouais, assez rude. Ouais, c'est un écosystème jeune. Comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui ont des positions très clivantes et il faut quand même être prêt à, voilà, à les affronter. Et puis, oui, il y a quand même aussi un côté cyclique qui est très marqué. Et donc, Ouais, ben, c'est vrai qu'il faut être prêt voilà, prendre des risques et bon voilà, ça peut être assez compliqué si on n'a pas un peu de matelas de côté pour voilà pour passer les zones on va dire comme le bear market actuellement. Ce que je te propose c'est qu'on revienne sur ton expérience chez OnlyDesk parce que finalement tu es arrivé en tant que talent acquisition manager et ensuite tu as occupé un rôle qui est pas forcément toujours connu qui s'appelle developer relations. Alors moi j'avais deux questions, c'est pourquoi ce shift et qu'est-ce que c'est un developer relations? ouais, t'en fais pas, t'es pas le seul à pas forcément connaître le terme que je ne connaissais pas, hein, avant d'être recruté par OnlyDust. Si tu veux, à la rigueur, je peux commencer par définir un peu ce qu'est un DevRel et après je t'explique le shift. C'est parfait, Donc en yes. gros, un Developer Relation ou DevRel, qui est le petit diminutif, c'est un métier qui est encore peu démocratisé, surtout en France. Et on va beaucoup le retrouver dans le domaine de la blockchain, justement. Et alors, je vais essayer de vulgariser à l'extrême, et c'est ce que je raconte un peu à ma famille et mes potes de base. C'est en fait la personne qui va être là pour rendre les devs heureux. Donc, je vais rentrer un peu plus dans le détail. En gros, ça va être la personne qui, au sein d'une entreprise ou d'un projet, va être responsable d'offrir une super expérience aux devs pendant le onboarding, mais aussi tout au long finalement de la vie du dev dans la boîte, d'animer la communauté de dev et d'évangéliser la techno du projet pour en augmenter l'adoption. La plupart des personnes qui sont aujourd'hui DevRel étaient devs avant ça, donc des DevRel plutôt techniques, donc avec un bagage technique, mais on retrouve quand même de temps en temps des DevRel plus orientés community management. Donc, tu t'en doutes, c'est la catégorie à laquelle j'appartenais parce que je n'ai pas du tout de bagage technique de base. Et en gros, moi, mon rôle de DevRel chez Unidos, en quoi il consistait, ça allait être de m'occuper de faire l'onboarding des nouveaux contributeurs open source sur Onidust, de les assigner à des projets en fonction de leurs compétences techniques, en fonction de leur attrait, de faire de la user research pour améliorer le produit et l'expérience dev, faire du support auprès de ces personnes et notamment organiser des hackathons. Ah, c'est plus clair pour ceux qui connaissent moins ce rôle-là. Et du coup, alors, qu'est-ce qui t'a amené à passer de Talent Acquisition Manager à DevRel? Parce que le lien, il n'est pas forcément évident comme ça en première analyse. Ouais, ouais, je l'entends. C'est plutôt un chiffre qui s'est fait naturellement, je vais te dire. Déjà pour le contexte, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'avais déjà été recruteuse tech pendant 7 ans et je m'étais vraiment spécialisée sur cette partie tech par choix. Parce que c'est vraiment des profils avec lesquels j'aime travailler et j'ai pas envie de tomber, tu vois, dans la vérité absolue, mais c'est généralement des profils plus introvertis, plus honnêtes, plus authentiques, avec lesquels moi personnellement je connecte facilement et je me sens bien. Donc après, je crois que ça faisait 2-3 mois chez OnlyDust, j'avais recruté tous les profils que je devais recruter et c'était quelques semaines avant ICC. Et là, mon boss me dit: «Bah, écoute Manon, on va organiser une hacker house avec Lambda Class et on va organiser également Starknet ici et la hacker house de Starknet. Bah, vas-y, gère». Bah,
OK, j'ai jamais fait ça de ma vie de base et je t'avoue que même j'avais eu plutôt des mauvaises expériences, lors d'events Web3, où, je suis nana dans ce domaine-là. Voilà, parfois j'ai pu me sentir honnêtement, comme un bout de viande à des événements. Je me suis retrouvée avec des mains sur les cuisses, des personnes qui me demandaient si j'étais mariée, qui me retrouvaient sur les réseaux après. À un point, en fait, j'avais même arrêté totalement, d'aller à ces événements-là et donc je me suis dit: «Bah, vas-y, on me demande de le faire, je vais le faire» et en fait, après 2 jours, révélation. Je m'étais jamais sentie autant à ma place professionnellement. Tu vois, même avant ça, j'avais à ce moment-là un process de recrutement avec une boîte Web2, en tant que, people manager. Ils m'avaient fait une offre et je m'apprêtais à l'accepter et en fait, après 2 jours, sur la hacker house de Lambda Class, à ce moment-là, j'ai tout remis en question. Je me suis dit: «Non, c'est ça que je veux faire». J'aimais bien le recrutement, j'aimais bien les RH, mais tu vois, malgré tout, pour moi, il me manquait un aspect un peu plus social, un peu plus horizontal dans ma relation avec les devs parce que comme ce que je t'ai dit, c'était exactement les profils avec lesquels j'avais envie de travailler et du coup, c'est comme ça que, le shift s'est fait et c'est aussi à ce moment-là que, The Move est arrivé dans ma vie. Bah, écoute, ouais, hyper désolé d'entendre ce que tu m'as dit au début de ta réponse et puis, voilà, très heureux de savoir finalement, à la fin ce big challenge t'a permis d'ouvrir la voie à, voilà, la nouvelle étape de ta carrière qui est The Move donc, écoute, je t'en prie, voilà, explique-nous ce que c'est, ce que vous avez déjà fait et puis, ce que vous comptez faire dans les prochains mois. En gros, pour te redonner le contexte, c'était au moment, de ICC. J'avais entendu parler de ce projet, donc The Move qui se montait et qui allait faire leur premier événement à Chiang Mai en Thaïlande et après m'être dit: «En fait, c'est exactement ça que je veux faire». J'avais des potes en commun avec lesquels, pour le coup, j'avais déjà bossé, qui connaissaient les fondateurs de ce projet, qui ont fait la mise en relation et c'est comme ça que c'est arrivé. Pour t'expliquer le principe, en gros, tu vois le principe des hackathons ou des hacker house où, tu binge dev un projet pendant 3 jours et une fois que c'est fini, potentiellement tu as eu ton prix, tu l'abandonnes. Donc c'est un principe qui est intéressant, mais finalement, assez inabouti, avec pas toujours beaucoup de ROI, tant d'un point de vue technique que pour les projets ou les fondations qui sont derrière et ce que je te disais également au début, que j'ai même déjà dû te dire plusieurs fois, c'est que, le fil conducteur de ma carrière, c'était d'avoir un impact positif sur la vie des gens et la vision générale de The Move, ça va être un de favoriser l'adoption de la blockchain et 2 d'utiliser la blockchain pour créer des projets qui, auront un impact sur les pays où on s'implante, auprès des populations locales. Et en gros, comment on a matérialisé ça? On a organisé ce qu'on appelle une pop-up city. Je sais que c'est un terme qui est pas forcément clair pour tout le monde, donc si j'explique plus simplement, ça va être un co-living/coworking nous, en l'occurrence de 6 semaines où, on allait rassembler des centaines de builders du monde entier, pour leur donner l'opportunité de bosser sur des projets plus long terme, non pas sur des projets, mais de quelques jours, mais vraiment plus long terme. On allait leur donner toutes les bases, OK, comment tu commences un projet? Comment après, tu le passes, au step d'après? Tiens, relation avec, tel VC, telle fondation par la suite. Projet où en fait, quotidiennement, ces builders auraient accès à des mentors, à des conférences, à des workshops, où du coup aussi pourraient travailler ensemble pendant, plusieurs semaines parce que parfois quand tu bosses dans le Web3, tu es isolé. Ce que je disais, c'est des teams très décentralisés, basés partout dans le monde, donc tu es beaucoup en télétravail. Donc là, tu as l'opportunité pendant plusieurs semaines de vivre et de travailler avec des personnes et justement aussi, profiter de la présence de ces builders pour partager leur savoir, auprès des participants, mais aussi pour participer à des projets locaux, sachant qu'en fait, c'est des événements où chacun y avait accès. C'est-à-dire que c'est gratuit, c'est ouvert à tous et je pense notamment aux étudiants locaux, aux étudiants, ingé, typiquement, tiens, tu as envie de te former, tu sais pas par où commencer, tu as envie d'assister à je ne sais quelle conférence, viens, tu es totalement, totalement invité, c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. Potentiellement, tu vas me poser la question de: «OK, comment vous financez tout ça?» Nous derrière, on est soutenu par Starkware, Starknet, par la fondation Ethereum, par Taiko et plein d'autres projets qui avaient toujours un peu eu cette envie de, créer ces événements long terme, très axés tech pour le coup, mais qui n'avaient pas forcément le temps nécessaire ou les ressources pour pouvoir, le faire. Donc aujourd'hui, on est une équipe de 5.
très international. On a 2 Chinois, on a un Argentin, on a un Américain et il y a moi. On a en 1 an, même moins d'1 an, on a déjà organisé 3 pop-up cities. La première, donc ce que je te disais, c'était à Chiang Mai en Thaïlande. On a fait également à Buenos Aires de mars à avril. Et là vient de se terminer une édition de 2 semaines, donc un peu plus courte, à Accra au Ghana, pour pouvoir en fait faire un test, histoire de potentiellement l'année prochaine faire une édition beaucoup plus long terme en Afrique. Donc voilà. Voilà par rapport à The Move ici, peut-être point important, c'est que certes, on va donner l'occasion à des personnes de créer des projets sur le long terme. L'événement dure 6 semaines, mais après ça, on essaye de continuer un petit peu notre action dans les pays qu'on choisit en ouvrant des hubs permanents, en fait, qui va être un peu ce qu'on a fait avec The Move sur 6 semaines, mais de façon permanente, donc avec un coworking space qu'on va louer, par exemple, pendant 2 ans, où on sera également sponsorisé par des gros projets, par des fondations qui pourront envoyer leurs mentors, qui pourront faire en sorte que des personnes build sur leur techno et en fait offrir vraiment un endroit pour que chacun puisse se former, puisse se retrouver et puisse monter des projets. Donc là, le premier qu'on va ouvrir, c'est à Buenos Aires. On est en train de signer le lieu qu'on a trouvé. Et voilà. Bah écoute, c'est hyper impressionnant en tout cas, déjà, de voir, ton parcours, tu vois? On va dire du recrutement jusqu'à, la création de Pop-up Cities, The Move, voilà, la capacité à engager, des centaines de devs sur des épisodes, plutôt longs et alors du coup, tu parlais de là, vous étiez en train de lancer quelque chose sur vraiment du très long terme, en Argentine. Est-ce que c'est aujourd'hui, le projet, dont tu m'as parlé qui s'appelle Crecimiento ou c'est encore autre chose? Ouais, non, c'est même autre chose, mais en gros, parce qu'on a avec The Move, on va ouvrir un hub, mais également, il y a le projet dont tu parles, Crecimiento. Donc, on avait organisé la 2e édition de The Move à Buenos Aires, en mars et avril. Pourquoi on avait choisi l'Argentine? Déjà, ça va être un point important. C'était que c'est un pays qui a vraiment des use cases par rapport à la blockchain quand tu connais leur situation économique. Donc, eux ont une inflation à 200%. Donc nous, on se plaint avec nos 5%, mais eux, ils ont 200%. Ce qui fait qu'en fait, là-bas, l'adoption crypto est extrêmement forte. Là où en France, tu vois, ça va être réservé à un peu une frange de la population, souvent assez jeune, tech ou profil plus investisseur. Là-bas, en fait, c'est monsieur, madame, tout le monde qui ont des cryptos. Tu vois, nos parents là-bas, enfin l'équivalent de nos parents là-bas, ont également de la crypto parce qu'aujourd'hui, c'est leur seul moyen, et je dis même pas de gagner de l'argent, mais de ne pas perdre de l'argent. Parce que forcément, en fait, chaque mois, ils reçoivent leur salaire en pesos, mais vu l'inflation, leur pesos est extrêmement dévalué. Donc chaque mois, ils perdent de l'argent. Ce qu'ils faisaient avant, c'est que dès qu'ils recevaient leur salaire, ils le convertissaient directement en dollars, qui est quand même carrément plus stable. Sauf que le gouvernement s'est dit, bah non, il y a vraiment une fuite des fonds, donc on va arrêter ça. Et maintenant, les gens ne peuvent échanger que 200 dollars par mois et tout le reste, ils sont obligés de le garder en pesos. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont commencé à se tourner vers la crypto et notamment les stablecoins pour pouvoir se faire une épargne, ne pas perdre d'argent et puis bien sûr s'ils peuvent se faire de l'argent, bien évidemment. Mais c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans les mœurs là-bas. Et on s'est dit, dans la mesure où il y a une vraie adoption, qu'il y a des use cases, que les communautés également là-bas sont extrêmement fortes, ça faisait totalement sens d'aller en Argentine. Donc on a fait notre projet pendant 6 semaines et c'était la première fois que ça arrivait en Amérique latine. Et forcément, ça a fait parler. Ça a fait parler auprès de grosses boîtes blockchain, ça a fait parler auprès de fonds, ça a fait parler auprès du gouvernement également. Et en fait, vers la fin de notre aventure à Buenos Aires, qui était au mois d'avril, on nous a contactés pour dire écoutez, ce que vous avez fait avec Buenos, c'est très bien. Mais venez, on va faire un truc plus long qui va dépasser les 6 semaines, qui va être plutôt un mouvement de 10-20 ans. Donc, c'est le mouvement dont je te parle qui s'appelle Crecimiento. Et en gros, l'idée avec ça, ça va être de trouver des solutions à la crise économique que l'Argentine connaît en ce moment en utilisant la blockchain, avec également pour objectif de faire de l'Argentine un vrai hub mondial en termes de start-up, en termes d'innovation, en termes de blockchain. Parce que tu vois, aujourd'hui, tu es entrepreneur là-bas, tu ne monteras pas ta boîte en Argentine. Généralement, les personnes vont le faire directement aux États-Unis
parce que quand tu veux monter ta boîte, les requirements, voilà, excuse-moi pour l'anglicisme, sont extrêmement lourds. Juste pour en fait créer ta boîte, pour même créer un compte bancaire d'entreprise, c'est un enfer. En France, tu vois, on a des avocats fiscalistes, eux ont des avocats fiscalistes qui sont spécialisés sur une taxe en particulier, tellement c'est une usine à gaz. Donc en fait, pour éviter toutes ces lourdeurs administratives et financières, généralement, ils vont aller créer leur boîte ailleurs. Aussi beaucoup de talents argentins parce qu'ils ont vraiment des excellents devs là-bas, vont partir à l'étranger pour avoir un salaire beaucoup plus intéressant. Et du coup, là, c'est de dire, OK, comment on arrive à faire en sorte, grâce à la blockchain et aussi en bossant main dans la main avec le gouvernement, comment on arrive à retenir ces entrepreneurs, favoriser l'innovation et garder tous les talents qu'on a en Argentine. Et voilà, en gros, un peu l'idée de Crecimiento. Donc, ça a été lancé très récemment. Là, on fait un événement d'1 mois à Buenos Aires au mois d'août pour officiellement lancer Crecimiento et qui va être un événement d'1 mois très incubation, je te dirais, où pareil, on va sélectionner pas mal d'entrepreneurs ou d'aspirants entrepreneurs en Argentine pour leur donner un programme d'1 mois pour monter leur projet, pour leur donner toutes les clés sur la partie startup. OK, comment tu crées ton contenu, après comment tu crées ta communauté, comment sur la partie GTM, etc. OK, côté crypto, on va te former sur ça, 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 ça. Quels sont les use cases aujourd'hui? Et vraiment les accompagner pour qu'au bout d'1 mois, il y a un vrai projet qui ait déjà été lancé, qui puisse être soutenu derrière, soit localement par le gouvernement, soit par des fondations. Donc voilà un petit peu l'objectif de Crecimiento, qui veut dire croissance d'ailleurs en espagnol. Bah, écoute, c'est passionnant tout ça. Franchement, j'aurais encore plein de questions à te poser, mais voilà, l'heure tourne et on va être pris un peu par le temps. Peut-être une dernière question sur, voilà, sur tout ce que tu as pu déjà faire avec The Moo et puis récemment avec Crecimiento. Est-ce qu'il y a un projet ou une initiative en particulier, tu vois, quelque chose de concret qui s'est lancé, qui est un projet qui est peut-être déjà financé, etc., voilà, qui t'a marqué et finalement nous expliquer à quelles problématiques concrètes il répond derrière? Aujourd'hui, on n'est que sur des projets en phase d'amorçage, donc j'aurais pas de chiffres concrets à te donner. Juste, je sais que tu me parlais un peu voilà, de chiffres clés et il y avait un point sur lequel j'avais envie de revenir. En gros, avec The Moon, on est une team de 4 de base, puis 5. En 1 an, on a fait 3 pop-up cities, dont la première qu'on a fait justement à Chiang Mai, qui a été organisée en même pas 3 mois. On a eu des centaines de participants sur chacun de ces événements. Je crois 250 à Chiang Mai, 400 à Buenos Aires. Et ce qu'on a fait, c'est pas parfait. Et on n'a d'ailleurs jamais eu cette prétention. Mais pour autant, on avait décidé d'y aller, de foncer, sans certitude. C'est totalement artisanal ce qu'on fait. Mais on sait qu'il y a un vrai besoin et un vrai besoin social. Et on s'était dit, on y va et on voit ce que ça donne. Et direct, ça a pris au-delà de nos espérances. Donc, on a été contacté aujourd'hui par le Brésil, par le Japon, par la Chine pour organiser ce qu'on a fait à Chiang Mai et à Buenos Aires et Accra là-bas. Et puis, il y a Crecimiento qui se lance et qui est juste en fait un projet incroyable qui pourra aujourd'hui changer peut-être la face de l'Argentine. Alors, je suis jamais la grande rêveuse qui va dire on va changer le monde, mais je suis vraiment convaincue que ça aura un impact très fort sur leur économie. Et tu vois, ça partait d'une initiative où on a été 4 hippies qui voyagent un peu partout dans le monde, qui font leur pop-up city, à aujourd'hui créer ce mouvement-là. Donc, on a fait tout ça, ce que je t'ai dit, à 4 ou 5, selon les moments, et qu'il n'y a pas besoin finalement de trop intellectualiser un projet, de trop l'over-engineer, de faire quelque chose de plutôt parfait avant de le lancer. En fait, juste à répondre à un besoin et y aller et finalement il y aura un retour derrière et ça aura l'impact que tu cherches à avoir parce que pour être avec pas mal de potes entrepreneurs autour de moi, je sais que des fois on a tendance à vouloir faire quelque chose de trop avancé déjà par rapport au stade où tu en es vraiment du projet et vouloir faire en sorte que si ça, ce soit parfait et être sûr que blablabla avant de le lancer.
Là, en fait, non, juste tu y vas, quoi. Tu y vas, à une team de 4, on a pu faire ça et aujourd'hui, créer, ce mouvement qui est énorme. Donc bien sûr, on le fait pas tout seul, hein. Crescimento, ce n'est pas que The Move, ça va être, beaucoup d'autres acteurs derrière. Mais voilà, je pense que c'est, aujourd'hui ce qui me rend le plus fier, le fait d'avoir, achieve ça avec une toute petite équipe et que, ouais, voilà, quoi. C'est assez inspirant et merci pour le partage du coup. Ça veut dire qu'on arrive déjà à la fin de l'épisode, donc écoute, moi j'étais hyper heureux de faire cet épisode avec toi. Je pense que ça fera un épisode vraiment atypique et qui va être vraiment génial. Donc merci encore et puis écoute, je te laisse le mot de la fin. Voilà, si tu veux passer un message aux auditeurs, profites-en, c'est le moment. En gros, tu vois, la blockchain aujourd'hui, je trouve que ça a pas toujours, la réputation que ça devrait avoir. On le voit vraiment comme un truc à la mode, comme un scam, auprès du grand public en tout cas, voir que l'aspect, spéculatif et en fait juste, aujourd'hui je suis excitée de voir qu'il y a de plus en plus de projets, ce que j'appelle un peu blockchain for good. Je sais pas si c'est un terme qui existe, hein, officiellement, mais qui est vraiment là pour résoudre des problèmes du quotidien, qui va venir permettre l'inclusivité au niveau des systèmes sociaux, des systèmes économiques et ouais, pour moi, en fait, c'est là, petit à petit, on va arriver vers un tournant où on va avoir des use cases, on va avoir des success stories en disant: OK, comment aujourd'hui la blockchain va pouvoir avoir un impact sur la vie de chacun et que, je suis certaine que d'ici, 5 ans, ça fera pleinement partie du quotidien de chacun et que même les plus gros détracteurs de la blockchain, ils verront l'intérêt et du coup, ça me rend, hyper optimiste, pour la suite. Merci beaucoup Manon pour cet épisode et puis écoute, je te souhaite bonne chance pour la suite, bon nouveau trip en Argentine prochainement et je te dis à très vite. Salut. Trop bien, salut Romain. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.